Bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Coussy, donc je travaille dans le département d'oncologie médicale et donc je travaille aussi à l'unité de surveillance et de délégation. Et on va vous proposer, donc cette année, vous avez vu plusieurs conférences qui sont faites pour vous, donc des conférences grand public où on peut échanger donc, entre médecins et patientes sur l'hormonothérapie. Donc en fait, tous les mois à peu près, il y aura ce type de conférence. Donc là, c'est une première conférence, donc on attend vraiment vos avis, hein, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça prend en compte vos attentes. Et vous allez voir, je pense que vous avez vu sur le planning qui est prévu tout au long de l'année, il y aura des thématiques différentes à chaque fois qui seront abordées. Par exemple, l'importance de l'alimentation, de l'activité physique, de la prise en charge de la fatigue, des arthralgies, et puis par exemple aussi d'autres troubles gynécologiques comme les bouffées de chaleur, les choses comme ça. Donc c'est une première année, il ne faudra pas hésiter à nous dire, et c'est pour ça qu'on vous a donné des feuilles, nous dire si vous avez d'autres idées, d'autres besoins, sous quelque forme que ce soit, pour qu'on puisse améliorer nos interactions et puis surtout répondre à vos attentes. En fait, là, l'idée de cette première conférence aujourd'hui, c'était de faire le point sur l'hormonothérapie adjuvante dans le cancer du sein. Donc finalement, qu'est-ce que l'hormonothérapie ? Quel est le bénéfice qu'on peut attendre de l'hormonothérapie? Et puis, on va dire aussi un mot des effets secondaires. Et puis, je vous donnerai quelques pistes pour essayer de gérer ce traitement. Faut pas oublier que c'est des échanges, donc faut pas hésiter à m'interrompre quand vous le souhaitez, à poser des questions, à apporter des témoignages qui pourraient aussi probablement apporter aux autres femmes. Donc, pour d'abord faire assez simple, je voulais reprendre en fait ce que c'était l'hormonothérapie et pourquoi on vous l'a prescrite. Donc, c'est un schéma très simple, mais parfois ça nécessite une réexplication. Donc, en fait, on vous a prescrit de l'hormonothérapie parce que votre cancer du sein, il exprimait à sa surface des récepteurs aux hormones, que ce soit les œstrogènes ou la progestérone. Et en fait, c'est lors de la chirurgie, quand on a opéré votre sein ou sur la biopsie, vous voyez qu'on fait des marquages et avec ces petites choses marron, on arrive à se dire, tiens, il y a beaucoup de récepteurs hormonaux, donc la patiente, son cancer est hormonodépendant, donc il y a déjà une histoire de on va pouvoir lui prescrire de l'hormonothérapie. Puis vous voyez, s'il n'y avait pas eu cette petite coloration marron, c'est des patientes qui n'expriment pas les récepteurs hormonaux, donc qui n'auraient pas eu d'indication d'hormonothérapie. Donc en fait, finalement, la majorité des patientes expriment à leur surface des récepteurs hormonaux, donc finalement, la majorité des patientes vont avoir comme traitement à un moment dans leur parcours de soins une hormonothérapie. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du cancer, il y a ces petits récepteurs aux hormones. Donc là, j'ai mis les récepteurs aux œstrogènes. Donc, c'est ces petits trucs jaunes avec la cellule du cancer qui est comme ça. Et vous voyez, il y a des œstrogènes qui circulent en nous. On va voir d'où viennent ces œstrogènes. Donc, c'est ces petits triangles roses. Hop, ils rentrent dans la cellule. Tac, ils vont se mettre sur le récepteur. Et puis, à partir du moment où les hormones, elles seront mises sur le récepteur, et ben, en fait, ce complexe-là, il va aller dire au cancer, multiplie-toi. Et c'est ça qu'on veut éviter, en gros. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a ça, si le cancer se multiplie, c'est ce qu'on veut éviter quand on veut traiter nos patientes par anti-hormones. Et donc, le but de l'hormonothérapie qu'on prescrit, c'est vraiment de bloquer ce signal, en fait, de ce récepteur avec ces hormones qui dit à la cellule multiplie-toi. Et on a deux grandes manières, en fait, de bloquer ce signal. Soit on va aller enlever cette sécrétion d'œstrogène. Donc vous voyez, là j'ai barré ce triangle rose. On va essayer de bloquer cette sécrétion d'œstrogène et on va le voir après en détail comment. Soit on va aller bloquer le récepteur autrement, c'est-à-dire, il faut imaginer, ce récepteur, il attend l'œstrogène. En fait, s'il y a quelque chose d'autre qui se bloque à la place, il va bloquer en fait, le signal qui venait après, normalement, qui devait dire à la cellule de se multiplier. D'accord? Donc, deux manières. Soit on bloque le récepteur par autre chose, et le récepteur, maintenant, il ne peut plus accepter les œstrogènes, il ne se passera plus rien. Soit on enlève la sécrétion d'œstrogènes. Donc, jusque-là, c'est à peu près clair sur le mécanisme d'action et ce qu'on veut empêcher. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, qu'est-ce qui circule au niveau hormonal chez une femme et qu'on aimerait finalement bloquer? Donc, dans le fonctionnement normal d'une femme, que j'ai mis là, en fait, il y a les ovaires
qui synthétisent les hormones qui sont les œstrogènes. D'accord ? Et en fait, on sait que ces ovaires, elles sont sous contrôle de glandes qui sont au niveau du cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus, qui elles-mêmes synthétisent en fait des acteurs qui disent « Allez, on va booster les ovaires et maintenant vous allez synthétiser des œstrogènes. » D'accord ? Donc en fait, les ovaires, vous savez toutes, c'est là. Et ça va être le cas des femmes qui sont en période d'activité génitale, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas ménopausées. Vous savez qu'à la ménopause, en fait, les ovaires, elles sont au repos, donc elles ne synthétisent plus les œstrogènes. Et donc, en fait, finalement, les œstrogènes vont venir d'autre part, parce qu'il y a encore une synthèse d'hormones, même quand on est ménopausé. Et en fait, ça vient d'où, ces hormones ? Eh bien, ça vient de petites glandes là, en partie, qui sont de surrénales, qui sont au-dessus des reins. Ça peut venir d'autres choses, de tissus adipeux. Et en fait, ces petites glandes, elles synthétisent d'autres hormones qui s'appellent les androgènes, mais qui peuvent être transformées en œstrogènes par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Et donc, probablement que ça parle déjà à certaines d'entre vous qui sont sous hormonothérapie. Donc finalement, quand on n'est pas ménopausé, on a encore cette synthèse d'œstrogènes, et le but c'est d'aller bloquer en fait le récepteur qui est là, donc on va pouvoir prescrire le tamoxifène. Et quand on est ménopausé, on n'a plus que cette synthèse là, d'accord, d'œstrogènes. Donc on s'est dit tiens, on va inhiber, si vous voulez, l'enzyme qui permet de transformer les androgènes en œstrogènes, et ça s'appelle les anti-aromatases. Donc vous voyez déjà, il y a deux classes de traitements qu'on utilise qui ont vraiment un fonctionnement différent. D'accord ? Et puis deux classes qu'on utilise, vous imaginez déjà que ces deux classes, il y en a une qu'on va utiliser chez les femmes ménopausées et une qu'on va plutôt utiliser chez les femmes non ménopausées, puisqu'elles seront chacune efficaces en fonction des synthèses qui existent encore. Sachez que ce n'est pas aussi simple, parfois il y a des choses, on sait faire aussi un peu plus compliquées, mais voilà en gros pour les différents types de traitements. Pour vous, c'est clair ces différents types de traitements ? Oui ? Ok. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Donc on a vu les différents types, il faut que je reste là, c'est ça. On a vu donc les différents types de traitements qu'on utilise en adjuvant. Donc je vous ai parlé du tamoxifène, des anti-aromatases, donc j'ai cité les noms que probablement vous connaissez. Il y en a 3 types qu'on peut prescrire, donc l'anastrozole, le létrozole, l'exemestane, qui sont à peu près similaires, mais on pourra en discuter un petit peu. Et puis, il y a, peut-être vous avez entendu parler du fulvestrant, ça c'est une hormonothérapie dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce qu'elle n'est pas utilisée en phase adjuvante, elle est utilisée en phase plus avancée. Donc même si peut-être c'est un mot que vous connaissez, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et puis on a aussi autre chose qu'on utilise, en particulier chez les femmes qui ne sont pas ménopausées, donc les jeunes femmes, ça s'appelle les agonistes de la LHRH, j'en reviendrai après. C'est parfois dans certains cas, on veut bloquer encore plus les ovaires et donc on met en place ces agonistes de la LHRH qui vont aller vraiment faire comme une ménopausée la patiente, c'est-à-dire bloquer l'activité de ces ovaires. Et après, dans quelles indications on peut éventuellement utiliser l'hormonothérapie ? Alors aujourd'hui, on va parler de la situation adjuvante, mais sachez que dans la littérature, on s'est déjà posé la question de est-ce que l'hormonothérapie pouvait être utilisée en phase préventive. Donc en France, ça n'a pas l'autorisation de mise sur les marchés, mais c'est des questions qui ont été posées. En phase néoadjuvante, ça veut dire avant la chirurgie, est-ce qu'on peut utiliser de l'hormonothérapie pour vraiment essayer de diminuer la taille tumorale en vue d'une conservation mammaire? Donc ça s'appelle la phase néoadjuvante et ça pour l'instant on l'utilise plutôt dans le cadre d'essais cliniques. Et puis nous on va surtout parler, on va parler aujourd'hui et dans les prochaines conférences de l'hormonothérapie dite adjuvante, c'est-à-dire qui suit la chirurgie, mais aussi éventuellement qui suit la chirurgie, la chimiothérapie, les rayons. D'accord ? Souvent, ça suit un long parcours qui comprend différents types de traitements. Et puis, de la même manière, on peut aussi prescrire de l'hormonothérapie en phase métastatique. C'est aussi assez fréquent. Mais voilà, aujourd'hui, on va se restreindre à l'hormonothérapie en phase adjuvante, donc après une chirurgie, plus ou moins radiothérapie, plus ou moins chimiothérapie. Jusque-là aussi, c'est clair ? Alors, en fait, donc, vous avez compris qu'il y a différents types d'hormonothérapie. Vous avez normalement compris maintenant le fonctionnement, pourquoi on veut absolument bloquer ce signal d'hormones. Et puis, je pense une question qui est aussi importante pour vous, c'est de connaître
finalement, quel est le bénéfice de l'hormonothérapie? C'est souvent une question qui revient en consultation, mais vous me donnez ce traitement, quel est le bénéfice? Et donc là, on va parler en termes de bénéfices relatifs. Donc c'est assez imagé. Il faut imaginer, voilà, que, imaginons, ça c'est le risque initial de rechute. Hein, je n'ai pas mis de chiffre absolu exprès pour pouvoir l'adapter. Hein, on a tous des chiffres qui peuvent être différents en fonction du type de cancer, de l'envahissement ganglionnaire, de la taille tumorale. Et donc le tamoxifène, en fait, qui est finalement la première hormonothérapie qui a été mise en place, hein, qui a été découverte, c'était dans les années 70, donc c'est pour ça que je commence par le tamoxifène. Vous voyez, le tamoxifène, déjà, il permet un risque de diminution du risque de rechute qui est majeur, puisque ce risque, il diminue le risque de 40%. Donc c'est quand même une diminution qui est importante. Et puis après, les anti-aromatases, elles permettent encore une diminution du risque de 20%, d'accord, par rapport à ce qui était déjà permis par le tamoxifène. En fait, les anti-aromatases ont été comparées aux hormonothérapies qui étaient les premières mises en place, donc par rapport au tamoxifène. Donc vous voyez, les anti-aromatases chez les patientes ménopausées, hein, excusez-moi. Donc chez les patientes ménopausées, on a encore un gain en plus. Et puis, il y a aussi pas mal d'études maintenant qui discutent la prolongation de l'hormonothérapie à plus de 5 ans, donc on va en reparler après. Mais cette prolongation de l'hormonothérapie, que ce soit 7 ans ou 10 ans, alors on va voir, hein, les recommandations varient et puis les études sont d'une force un petit peu différente en fonction du type d'hormones. Mais vous voyez qu'on arrive encore à gagner quelques pourcentages de diminution de risque de récidive aussi en prolongeant l'hormonothérapie. Donc, c'est sûr que quand vous nous demandez, mais mon risque à moi, il est diminué de combien? C'est vrai que ce risque, il est diminué de cette valeur-là, mais c'est vrai qu'en chiffre absolu, ça dépend du risque initial de chaque patiente. D'accord? Mais vous voyez que le bénéfice de l'hormonothérapie est majeur, donc c'est un traitement qui reste majeur dans le cancer du sein, et même si ce traitement il vient après la chirurgie, après la chimiothérapie, après les rayons, c'est un traitement qui permet de diminuer de manière majeure le risque de récidive, mais aussi le risque de décès par cancer. D'accord? Donc ça reste un traitement, une des pierres angulaires majeures du traitement, du cancer du sein qui exprime les récepteurs hormonaux. Alors, on va passer sur les indications. N'hésitez pas à poser... Oui. Alors, en fait, les études, elles ont comparé, chez les patientes par exemple ménopausées, elles ont comparé le traitement qui était à l'époque, qui était standard, donc le tamoxifène, versus les anti-aromatases. En fait, on va en s'améliorant, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, en fait, d'abord, les études, c'était rien versus le tamoxifène, parce qu'il y a 40 ans, on n'avait rien, donc c'était versus tamoxifène. Et puis après, c'était tamoxifène, donc le traitement de référence, versus peut-on mieux faire avec les anti-aromatases. Alors non, parce que c'était pas éthique de faire rien versus anti-aromatase, puisqu'on savait déjà que le tamoxifène, même chez les femmes ménopausées, hein, apportait déjà un gain. Vous voyez, par rapport à rien. Donc on ne pouvait pas proposer aux patientes, alors qu'on avait déjà un traitement standard auquel on savait qu'il allait diminuer leur risque de récidive, on ne pouvait pas faire rien, puisque le traitement standard a été d'abord le tamoxifène, puis après on s'est amélioré au fur et à mesure, chez les patientes ménopausées en particulier, avec les anti-aromatases. Oui. 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 Alors, en fait, là, le traitement d'ailleurs, et c'est le traitement des femmes non ménopausées, c'est le tamoxifène. En fait, là, c'est vrai que le schéma que j'ai montré avec les anti-aromatases, ça s'applique vraiment chez les femmes ménopausées. D'accord? Donc le tamoxifène reste le traitement de référence, et d'ailleurs je vais le détailler chez les femmes non ménopausées. Vous allez voir qu'en fait, même si ça reste le traitement de référence, on cherche à faire mieux, et donc il y a des avancées aussi dans le traitement chez les femmes non ménopausées. Donc vous me direz si je réponds aussi à vos questions. Pardon. Oui. 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 Alors.
Alors, il y a alors, je vais répondre globalement, en fait, et je vais l'illustrer justement par la suite. En fait, à l'heure actuelle, chez les femmes non ménopausées, je vais expliquer ma diapo et vous me direz si ça répond à votre question, puisque c'est justement sur les indications un peu différentes du tamoxifène chez les femmes préménopausées. Donc justement, on va commencer chez les femmes non ménopausées. Alors nous, on se base sur le statut, imaginons une patiente qui aurait eu de la chimiothérapie, même si elle a eu un arrêt des règles en cours de chimiothérapie et même un petit peu après la chimiothérapie, on se base toujours sur le statut avant la chimiothérapie. C'est-à-dire si vous êtes réglé avant la chimiothérapie, pour nous, vous n'êtes pas ménopausée. D'accord. Et donc, on vous donnera le traitement des femmes non ménopausées, même si vos cycles se sont arrêtés en cours de chimiothérapie, parce qu'on sait que la chimiothérapie peut mettre vos ovaires au repos de manière momentanée. Donc, en fait, les indications de l'hormonothérapie chez la femme non ménopausée, donc on va dire que la référence, c'est le tamoxifène, d'accord, donc qui est un leurre du récepteur, d'accord, qui va aller prendre la place des œstrogènes et ne pas envoyer le signal de prolifération au niveau du cancer. Et donc, la référence, c'est le tamoxifène pendant 5 ans. Et puis, on s'est dit, on peut probablement mieux faire. Et donc, il y a eu 2 choses qu'on a discutées chez les femmes non ménopausées. C'était de se dire, est-ce qu'on peut encore mieux faire en bloquant les ovaires, c'est-à-dire en bloquant le signal. Vous savez, je vous ai parlé du signal qui vient de l'hypophyse et de l'hypothalamus qui dit aux ovaires de fonctionner. Si on arrive à bloquer ce signal très haut, déjà, on va bloquer, les ovaires vont être au repos et donc on va bloquer la synthèse d'œstrogènes par les ovaires. Et dans ces cas-là, on pourrait proposer soit l'adjonction à ce qu'on appelle les agonistes de la LHRH, du tamoxifène, soit d'un inhibiteur de l'aromatase, qui est donc le létrozole. Voilà. Donc en fait, ça c'était la première question. Et en fait, on a mis en évidence qu'ajouter un agoniste dans certains cas, donc des patientes jeunes ou des patientes qui avaient un cancer particulièrement agressif, donc ajouter ces agonistes à soit un inhibiteur de l'aromatase, soit parfois aussi au tamoxifène, et on gagnait encore en termes de moins de récidives. D'accord ? Donc on va voir que le corollaire de ça, et on pourra en parler après, c'est la tolérance. D'accord ? Parce que c'est vrai que là, on est dans quelque chose, on va en parler si vous voulez après dans la slide d'après, à la fin sur la tolérance, mais c'est vrai qu'on ménopause les patientes, même si c'est une ménopause transitoire, et on rajoute une hormonothérapie. Donc en fait, il peut avoir une indication déjà oncologique, d'accord, de rajouter un agoniste à une hormonothérapie, qu'elle soit le tamoxifène ou un inhibiteur de l'aromatase. Après, il peut avoir, donc vous, je pense que c'était plutôt une indication oncologique, vous n'étiez pas ménopausée, voilà. Après, il peut avoir aussi, sans obligatoirement des indications oncologiques, des patientes qui saignent sous tamoxifène, des patientes qui ont des kystes ovariens, et de manière transitoire, donc là, c'est plus sur une indication oncologique, on peut proposer parfois un blocage ovarien qui est transitoire. Ce blocage, donc vous voyez, c'est des injections en sous-cutané ou en intramusculaire qui sont mensuelles. Ouais. Oui, oui. En fait, quand on n'est pas ménopausé, on met de la tamoxifène, mais on m'a dit que si on est avec oui. Oui, on peut switcher, exactement. Oui, oui. Donc en fait, ça c'était après dans la slide de ménopausée, mais vous avez tout à fait raison. Ça veut dire que les patientes qui sont soit en préménopause, soit vers 50 ans, qui ont reçu de la chimiothérapie, elles approchent l'âge, on va dire, de la ménopause. Et en effet, au bout de 2-3 ans, si on arrive à 52 ans, il n'y a pas eu de cycle, il n'y a pas eu de saignement, en effet, on propose le switch vers une anti-aromatase. En effet. Donc on commence toujours par le tamoxifène si vous n'étiez pas ménopausé au diagnostic. Et puis c'est vrai que voilà, il y a une période de transition entre 48 et 50 ans où en fait il y a de forts risques que vous vous ménopausiez à ce moment-là. Voilà. Donc en effet le switch, oui. Pour des malades qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, soit parce qu'elles ont dépassé l'âge, soit parce qu'elles n'en veulent pas. Oui. Ah, et pour que tout le monde entende. Oui, oui. En fait, je me posais la question pour des malades qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Oui. Est-ce que plutôt que désactiver les ovaires, oui, oui, oui. Alors c'est une option tout à fait recevable. C'est-à-dire que vous avez raison. Logiquement, ça a exactement la même conséquence. C'est-à-dire on veut bloquer les ovaires. Alors après, il y a 2 choses. C'est-à-dire que l'ovariectomie, donc enlever les ovaires, c'est une intervention chirurgicale.
Voilà, donc là, ce sont des injections. Mais vous avez raison, si c'est quelque chose qui peut être recevable à partir du moment où le but est de bloquer les ovaires, l'ovariectomie sera tout aussi efficace que les injections. Voilà, donc c'est quelque chose qui est recevable et qui peut se discuter. Après, voilà, il y a on va dire, l'un reste une opération et l'autre reste des injections, mais c'est tout à fait recevable en termes d'efficacité. Oui. Donc, la première chose, donc je vous ai dit, c'était la question de rajouter donc, ce blocage ovarien. Et puis la deuxième question aussi qu'on s'est posée, c'est d'augmenter la durée de l'hormonothérapie qui était jusqu'à présent de 5 ans. Et donc, il y a eu des études qui ont comparé en fait une prolongation du tamoxifène pendant 10 ans versus 5 ans. Et de la même manière, on s'est aperçu que pour des patientes qui avaient un envahissement ganglionnaire, donc pas pour toutes les patientes, des patientes qui ont un risque de rechute un petit peu plus important que celles qui n'ont pas d'envahissement ganglionnaire, la prolongation de l'hormonothérapie pendant 10 ans faisait mieux que l'hormonothérapie seule pendant 5 ans. Donc en fait, à l'heure actuelle, quand on prescrit de l'hormonothérapie, vous voyez, il y a chez les femmes préménopausées, mais on va voir que chez les femmes ménopausées, il y a aussi des questions à se poser. Il y a plusieurs questions à se poser. Quelle est la meilleure hormonothérapie et la durée optimale? Voilà. Et de là aussi sort, que ce soit l'ajout des agonistes ou la durée, qu'il faut qu'on y arrive. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'on vous accompagne face aux effets secondaires possibles, face à la tolérance, parce qu'à partir du moment où les études ont montré des bons résultats, c'est positif, mais voilà, il faut qu'en pratique, on arrive à poursuivre cette hormonothérapie ou à mettre en place cet agoniste, et vous allez voir, au niveau des effets secondaires, on pourra en rediscuter. Oui. Merci. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire qu'on peut... la question est autour du basculement entre tamoxifène et anti-aromatase pour les femmes aux alentours de 50 ans. Oui. Est-ce que, du coup, du fait du résultat de ces études, on a tendance à prolonger la phase de tamoxifène et démarrer un peu plus tardivement? Non, dans ces cas-là, s'il y a vraiment besoin, on prolongera plus l'autre phase. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que vous devez switcher parce que vous êtes ménopausée, on prolongera plus l'anti-aromatase. C'est-à-dire on va prolonger le traitement auquel vous serez le plus sensible. C'est-à-dire si on pense que vous êtes ménopausée, ça sera l'anti-aromatase. Et on va voir qu'il y a aussi des études de prolongation des anti-aromatases. Voilà. Alors, les résultats sont... Là, on parle des patientes qui sont préménopausées. D'accord? Voilà. Donc là, on parlait des femmes qui sont en cours. On a aussi des gains de prolongation de l'hormonothérapie chez les femmes qui sont ménopausées. D'accord. Et les inhibiteurs de l'aromatase sont supérieurs au tamoxifène chez les femmes ménopausées. Alors, donc... là, on passe donc dans l'autre indication, donc chez les femmes ménopausées, donc qui ont finalement comme sécrétion, comme je vous avais dit, ces sortes d'androgènes périphériques qui ont différentes origines et qui sont transformés par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. En fait, je vous explique ça, c'est simplement que cette classe, en fait, elle s'appelle anti-aromatase. Donc en fait, ça allait bloquer ce qui transforme les androgènes en œstrogènes. Et donc, c'est toujours l'explication du mécanisme. Et donc, la référence actuelle du traitement chez les femmes ménopausées, donc c'est inhibiteur de l'aromatase pendant 5 ans. Et donc, vous savez qu'il y a 3 types d'inhibiteurs de l'aromatase, donc le létrozole, l'anastrozole et l'aromazine, qui montrent un bénéfice semblable en termes de diminution de risque. Et donc, de la même manière, on peut discuter une prolongation du traitement. Alors, d'un côté, chez les femmes préménopausées, les études sont assez claires et toutes unanimes. Chez les femmes ménopausées, c'est un petit peu plus délicat parce que toutes les études ne vont pas obligatoirement aller dans le même sens. Donc, c'est des choses qui sont qu'on rediscute entre nous, mais il nous arrive de proposer une prolongation de l'hormonothérapie chez des patientes ménopausées, une prolongation qui peut être de 7 ans, voire de 10 ans parfois, chez des patientes qui avaient un cancer assez agressif. Donc le agressif, c'est un fort envahissement ganglionnaire, un grade élevé, des choses comme ça, où on a l'impression que c'est dans ces cas-là que les patientes pourront bénéficier de cette prolongation de l'hormonothérapie.
Et puis, vous en parliez. Donc, en fait, cette histoire de traitement séquentiel, on en a parlé, c'est-à-dire que parfois, il nous arrive de commencer par du tamoxifène parce que la patiente n'était pas ménopausée, mais en cours de ménopause. Et donc là, on fait ce qu'on appelle le traitement séquentiel où on pourra switcher vers un inhibiteur de l'aromatase. Et puis, parfois, il nous arrive quand même, chez les patientes ménopausées, de quand même proposer le tamoxifène s'il y a une contre-indication, une intolérance majeure aux anti-aromatases. Donc voilà pour les indications et les réflexions qu'on peut avoir sur les indications ou les durées de traitement. Alors maintenant, on va parler des effets secondaires. Donc là, on va pouvoir échanger. C'est vrai que le but de l'hormonothérapie, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est que si on vous le prescrit, c'est que ça apporte un bénéfice. Il y a des patientes chez qui on ne va pas le prescrire, parce que si le cancer est très petit, il n'y a pas obligatoirement d'indication. Si on vous le prescrit, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a une diminution. Ça permet de diminuer le risque de récidive. Après, il y a des effets secondaires de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est quand même globalement bien tolérée. Mais il y a quand même des effets secondaires qui peuvent être embêtants sur la qualité de vie. Et donc, je vais en énumérer certains, voir ce qu'on peut apporter en termes de prévention, mais aussi de prise en charge pour certaines choses. Alors, le tamoxifène et même les inhibiteurs de l'aromatase peuvent provoquer des bouffées de chaleur. C'est vrai qu'il y a plus de 30% des patients qui vont se plaindre de bouffées de chaleur en cours de traitement. Et ça peut arriver même assez rapidement lors de la mise en place du traitement. Le tamoxifène peut provoquer des troubles des cycles. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier chez les femmes préménopausées, c'est que parfois il y a eu de la chimiothérapie avant qui a mis les ovaires au repos. Donc, c'est des patientes qui peuvent être ce qu'on appelle en aménorrhée, c'est-à-dire sans cycle. Et sous tamoxifène, il y a à peu près 30% des patientes qui n'auront pas de cycle, 30% qui auront des cycles un petit peu désordonnés, et puis 30% qui vont garder à peu près des cycles normaux. Donc ça peut, le tamoxifène, c'est parfois un petit peu compliqué au niveau des cycles. Attention, le tamoxifène n'est pas contraceptif. C'est pas parce que les jeunes femmes n'ont plus de cycle sous tamoxifène qu'il ne faut pas de contraception efficace. Et ça, je pense que, je pense qu'on le dit assez. Et même sous chimiothérapie, il ne faut pas oublier de garder une contraception efficace comme le stérilet non hormonal, bien sûr. Il peut y avoir des pertes vaginales importantes sous tamoxifène, parfois embêtantes. Et puis, il y a un petit surrisque d'accident thromboembolique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple les phlébites. Et donc, c'est pour ça aussi que chez les patientes qui sont sous tamoxifène, on leur propose que quand elles font un long voyage en avion ou qu'elles ont une chirurgie lourde ou des choses comme ça, de ne pas oublier de mettre les bas de contention. Voire pareil, s'il y a des chirurgies lourdes, on peut être amené à arrêter le tamoxifène le temps de passer cette chirurgie. Il y a un surrisque de cancer de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui est dans l'utérus. Et même si ce risque de base est minime, on l'augmente un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant et c'est pour ça que toutes les patientes qu'on met sous tamoxifène, elles ont une échographie pelvienne avant la mise en place du traitement, déjà pour vérifier que tout se passe bien. Et surtout, on leur dit que dès qu'il y a des saignements anormaux, faut absolument aller chez sa gynéco pour faire une échographie pelvienne et pour être examiné. Ça, c'est vraiment très important sous tamoxifène. Oui. Alors, l'échographie pelvienne, elle est obligatoire à la mise en place du traitement ou avant, pour vraiment faire le point sur votre utérus et votre endomètre, déjà de base. Après, elle n'est pas obligatoire et même pas spécialement recommandée dans le suivi. Elle sera recommandée dans le suivi au moindre signe d'appel. Oui. C'est recommandé, vraiment. C'est quelque chose même... oui, c'est... Alors... Ah oui, bien sûr, l'échographie pelvienne, on l'a fait en dehors de l'hôpital. C'est dans un centre de radiologie. C'est un examen assez simple qu'on peut faire dans à peu près tous les services de radiologie. Et voilà. Et donc, je me répète, c'est vraiment à la mise en place du tamoxifène, vraiment pour faire le point. Après, peut-être que vous aviez eu d'autres imageries qui ont permis de bien voir votre utérus dans l'histoire, Mais c'est vrai que s'il n'y a pas eu d'imagerie qui ont permis de bien voir l'utérus, l'échographie pelvienne à la mise en place est demandée. Après, dans le suivi, je me répète, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Ça peut être fait au moins... par contre, c'est indispensable de le faire au moindre point d'appel. Donc, des saignements anormaux,
Des choses comme ça, pardon. Voilà, et donc, oui, et donc la contraception efficace, bon, ça je me répète, sous tamoxifène, elle est indispensable même si on n'a pas de cycle. Et cette contraception est bien sûr toujours non hormonale puisque tout type d'hormone est contre-indiqué après un cancer du sein. Donc ça sera la plus efficace quand même globalement, ça reste le stérilet au cuivre. Le préservatif c'est très bien aussi. Alors, et après, je vais refaire en fait un focus sur bouffée de chaleur et sécheresse vaginale. C'est pour ça, là, je ne le développe pas trop, mais après, je redévelopperai un petit peu ça. Donc, les inhibiteurs de l'aromatase, de la même manière, il y a plus d'un tiers de patientes qui se plaignent de bouffée de chaleur, de sécheresse vaginale, qui peut être assez invalidante, des troubles de l'humeur, des douleurs articulaires, ces arthralgies qu'on a au niveau des articulations, des poignets, des mains. Ces arthralgies en plus qui font parfois suite à de la chimiothérapie aussi qui peut, enfin voilà, c'est tout qui peut aussi se mettre voilà, les uns après les autres. Alors, les inhibiteurs de l'aromatase, peuvent diminuer la densité des os. En fait, il faut imaginer qu'il y a vraiment, voilà, là on a bloqué toutes vos hormones. Le but, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'hormones et d'œstrogènes qui circulent. C'est vrai que les œstrogènes, ça nourrit l'os. Et donc, c'est vrai que si on arrête toute sécrétion ou toute sécrétion d'œstrogènes, l'os peut un petit peu se déminéraliser. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose de faire une ostéodensitométrie à la mise en place du traitement. Et puis après un suivi qui peut être tous les 18 mois, tous les 2 ans, voire un traitement en fonction du résultat de votre ostéodensitométrie qui peut aller du calcium à la vitamine D, là, qui est vraiment de toute manière recommandé globalement au traitement de l'ostéoporose si jamais il y a une ostéoporose. Et puis, les inhibiteurs de l'aromatase peuvent aussi augmenter le cholestérol. C'est pour ça, de la même manière, on vous demande un bilan du cholestérol, ce qu'on appelle un bilan lipidique, avant la mise en place du traitement et puis de manière annuelle pour surveiller qu'il n'y ait pas une hypercholestérolémie qui apparaisse. Et puis après, il y a des symptômes globaux sous hormonothérapie, que ce soit la prise de poids, la fatigue ou les troubles de mémoire, qu'on prend en compte, qui peuvent aussi parfois être difficiles à prendre en charge parce qu'ils peuvent être parfois multifactoriels, c'est-à-dire que, en particulier, je pense aux patientes qui ont eu de la chimiothérapie avant, la prise de poids a pu faire suite aussi, a déjà commencé pendant la chimiothérapie. De même pour la fatigue, la fatigue c'est quelque chose aussi qu'on rencontre chez nos patientes qui sont sous hormonothérapie, puis on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer la fatigue. Alors nous déjà, on essaie d'éliminer déjà une cause de fatigue qui serait par exemple une hypothyroïdie, une carence en fer, une anémie, quelque chose qui suivrait, qui serait une pathologie. Et puis après on essaie d'avoir une prise en charge un peu plus globale, mais il y aura une conférence spécialement sur la fatigue parce que la fatigue elle est, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte tous ces facteurs. Et puis, des patientes aussi qui parfois se plaignent de troubles de la mémoire, de troubles de concentration. Et ça aussi, parfois, ça a aussi été décrit, et surtout chez les patientes qui ont reçu de la chimiothérapie. Et donc là, de la même manière, si les troubles de la mémoire sont... on peut faire appel aux neurologues pour nous aider dans ces troubles de la mémoire. Et puis, il y a eu des études qui ont montré qu'en faisant des exercices de mémoire, on pouvait améliorer ces troubles de la concentration ou de la mémoire. Voilà, donc ça c'est les effets secondaires, on va dire les plus fréquents ou même si vous voyez, il y en a qui ne sont pas fréquents mais auxquels il faut absolument penser, comme j'ai pensé au saignement sous tamoxifène, il faut penser au cancer de l'omodomètre, les troubles oculaires sous tamoxifène c'est rare, mais il faut savoir aussi y penser s'il y a des baisses de la vision, des choses comme ça. Oui. Alors les troubles oculaires sous tamoxifène, ils peuvent être de toutes sortes. Voilà, ça peut être de la rétine jusqu'à la cataracte. Il y a eu plusieurs choses qui ont été décrites, mais alors attention, tout n'est pas imputable au tamoxifène. Voilà. Donc ces troubles oculaires, en fait, ils restent très rares. Enfin, ils restent, je crois, moins de 5%, d'accord ? Il n'empêche que comme ils sont là, il faut être attentif. Ça fait partie des choses simplement pour... tout n'est pas imputable au tamoxifène. Toute cataracte n'est pas imputable au tamoxifène, d'accord ? Mais il y a quand même des petits troubles oculaires de différents types, de la rétinopathie, je vous dis, aux problèmes de cornée qui ont été décrits. Pardon. Oui, vous
vous avez indiqué qu'il pouvait être préférable de suspendre le traitement tamoxifène en cas de chirurgie importante. Donc je vais vous demander ce qu'était une chirurgie importante. Et par ailleurs, ce matin, j'ai relu la notice du tamoxifène dans la perspective de cette conférence, et je lis dans la notice que des complications au niveau du lambeau de reconstruction ont été décrites. Donc pour les femmes qui auraient à avoir ce type de reconstruction pendant le traitement de tamoxifène, est-ce qu'il est recommandé de suspendre ? Alors, actuellement, ce qu'il faut savoir sur la suspension éventuelle lors de chirurgie lourde, il n'y a pas de recommandation clairement établie. Donc en fait, ce qui est dans notre logique, c'est nous, ce qu'on sait, c'est que ça augmente le risque thromboembolique. Donc dans une chirurgie à haut risque thromboembolique, donc par exemple, une chirurgie à haut risque, ça serait par exemple peut-être une grosse chirurgie par Dieppe, vous voyez, enfin des choses comme ça, on peut préconiser un arrêt temporaire du tamoxifène. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de recommandations à l'heure actuelle qui sont écrites et données, mais c'est des choses qu'on peut proposer. Non, parce que ça reste une chirurgie qui n'est pas à haut risque thromboembolique. Alors, donc là, je vais faire 2 focus sur la gestion, la gestion non hormonale des bouffées de chaleur. Alors, j'ai fait les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale, parce que j'avais l'impression que c'était des questions et des plaintes finalement qui sont assez fréquentes. Alors vous avez bien compris que toute hormone était contre-indiquée après un cancer du sein. Donc on va parler de la gestion non hormonale des bouffées de chaleur. Et donc en fait c'était juste pour faire un point sur ce qui a montré réellement son efficacité et puis des choses qui ont peut-être moins de preuves scientifiques mais parfois qui fonctionnent aussi. Donc il faut garder de toute manière, je l'ai mis là, mais de toute manière en tête qu'il y a des recommandations générales qui sont valables pour tout et qui sont majeures après un cancer du sein, en particulier l'activité physique. Des fois je dis je vais vous le prescrire, mais c'est pas encore, je ne peux pas le prescrire, mais l'activité physique a montré que ça permettait la baisse du risque de récidive après un cancer du sein. Donc c'est presque un traitement, si vous voulez, voire même un traitement. Donc si voilà, les 30 minutes d'activité physique par jour, 5 jours par semaine, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Mais sachez que voilà, ça peut diminuer le risque de récidive de cancer du sein. Et puis clairement, les patientes nous disent, et c'est aussi montré voilà, que ça permet de diminuer la fatigue, ça a plein d'autres bénéfices, ça diminue les douleurs articulaires. Donc clairement, l'activité physique, c'est une recommandation générale, mais qui est majeure. Sur l'alimentation, j'ai souvent des questions sur l'alimentation. L'alimentation, à l'heure actuelle, les recommandations, c'est de garder une alimentation qui reste équilibrée, avec des apports en calcium et en vitamine D qui sont corrects. Vous aurez... à la prochaine conférence, il y aura tout un topo en fait, sur quel type d'alimentation et l'alimentation en cours d'hormonothérapie. Donc il y aura une diététicienne de l'Institut Curie qui viendra vous parler de ça. Donc si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Mais vraiment, ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est une alimentation équilibrée qui est recommandée, j'ai envie de dire, pour tout le monde. D'accord ? Il n'y a pas de spécificité particulière. Et donc, vous avez bien compris voilà, que les bouffées de chaleur, on pouvait pas, les hormones étaient contre-indiquées. Et donc, il y a 2 types de gestion. Il y a la gestion médicamenteuse, on va vous donner un traitement médicamenteux non hormonal, et puis la gestion non médicamenteuse. Donc, je vais commencer par la gestion non médicamenteuse. Parce que, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé ça, mais il y a eu des études clairement bien menées sur l'efficacité de l'acupuncture et de l'hypnose en termes de diminution des bouffées de chaleur, en termes de diminution d'intensité et de fréquence des bouffées de chaleur. Donc ça, si vous voulez, ça a été des études bien menées, c'est-à-dire que d'un côté, on avait des patientes où on faisait de la vraie acupuncture, et puis de l'autre côté, un bras où on faisait de la fausse acupuncture, c'est-à-dire on piquait à d'autres endroits. Et clairement, les patients qui avaient de la vraie acupuncture ont montré un bénéfice de diminution d'intensité et de la fréquence des bouffées de chaleur. Donc ça, c'est assez important de savoir qu'il y a des études bien menées qui ont montré que l'acupuncture pouvait vraiment apporter dans les bouffées de chaleur. Pour l'hypnose, il y a eu aussi des études qui ont montré que l'hypnose, et même l'hypnose aussi associée à une prise en charge hygiéno-diététique, permet de diminuer, pareil, l'intensité et la fréquence des bouffées de chaleur.
Alors sur l'auriculothérapie, c'est une sorte d'acupuncture vraiment au niveau des oreilles. Il y a un petit peu moins d'études, mais on a l'impression par les thérapeutes qui en font que ça fonctionne aussi bien. Un petit peu moins d'études bien menées sur l'auriculothérapie. Donc en fait, c'est vrai qu'en première intention, que ce soit l'acupuncture et l'hypnose, c'est des thérapeutiques qui fonctionnent. Alors le bénéfice, c'est que normalement, il n'y a pas d'effet secondaire et que c'est plutôt bien toléré. Par contre, c'est des choses qui ne sont pas remboursées. Donc voilà, ça c'est le point négatif, la limite, on va dire, de ces traitements non médicamenteux. Et puis donc la gestion médicamenteuse, donc là de la même manière il y a eu des essais de traitement qu'on donne dans d'autres types de prise en charge, hein, donc l'Effexor, le Deroxate qui peuvent être des traitements contre l'anxiété, contre le syndrome dépressif, la gabapentine, la clonidine. Donc ça c'est des médicaments qui ont montré aussi que ça pouvait diminuer les bouffées de chaleur. Par contre ce qu'il faut faire attention, c'est que ces médicaments peuvent aussi avoir eux-mêmes des effets secondaires. D'accord, comme de la prise de poids, des choses comme ça. Donc il faut toujours balancer le bénéfice et les effets secondaires quand on donne ce type de traitement. Et puis après, il y a d'autres traitements dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont, que vous avez peut-être entendu parler, hein, l'extrait de pollen, la bêta-analine, enfin je peux lister, il n'y a pas de problème, mais voilà, qui sont l'Abuphène et le Cérélis, alors qui ont un degré de preuve scientifique qui n'est pas énorme, hein. C'est-à-dire, nous, en fait, quand on vous prescrit quelque chose, on veut que ces études elles soient faites bien menées. Elle veut que ça soit déjà utilisé dans des femmes qui ont des cancers du sein. Et donc là, on s'aperçoit que déjà, testant ces deux médicaments, je crois qu'il y a le Cérélis où il y a une étude sur des femmes qui ont un cancer du sein, mais qui ont montré un petit bénéfice, mais qui n'est pas majeur. Donc, moi, je suis parfois amenée à le prescrire, mais tout en vous expliquant voilà, que le bénéfice peut parfois être pas majeur. Et puis, il y a d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez testé d'autres choses en termes de gestion médicamenteuse ou non médicamenteuse. Non, rien d'autre comme idée. Ouais. C'est la grappe active, je pense que ça s'appelle. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. C'est une plante d'Amérique du Nord. Oui. Qui se prend comment? C'est des gélules. D'accord. Et je l'ai prise dès le début, quand j'ai eu les premiers symptômes, bouffée de chaleur, etc. Et ça agit tout de suite. Très bien. Ça a marché. Simplement, je me dis qu'à long terme, parce que là, ça fait 8 mois que j'en prends, j'ai envie d'arrêter parce que je me dis, est-ce que ça ne peut pas entraîner le problème Alors, c'est très bien justement que vous parliez de ça. Il y a une chose à préciser donc sur les autres types de traitements. Alors, par exemple, déjà, il y a parfois on vend en pharmacie des compléments alimentaires sur les bouffées de chaleur. Faire attention parce que parfois il y a des dérivés des oestrogènes dedans, des phytoestrogènes. C'est vrai que quand vous voyez le nom marqué phytoestrogène, ça vous marque, donc vous doutez bien qu'il ne faut pas... Oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est pour ça, mais j'enchaîne parce que je trouve que ça a été un bon enchaînement sur ce que vous disiez. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, tout ce qui contient des phytoestrogènes qui sont contre-indiqués. Donc, c'est vrai qu'il y a certains compléments alimentaires en vente libre qui contiennent des phytoestrogènes, donc qu'il faut éviter. Et puis, l'autre chose aussi, quand vous prenez des traitements, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue parce qu'il y a certains traitements qui peuvent avoir des interactions avec vos médicaments ou des oestrogènes qui sont cachés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à toujours en parler à votre oncologue. On vérifie, même si ce n'est pas quelque chose qu'on connaît, on vérifie la composition et puis on vérifie qu'il n'y a pas d'interaction ou de contre-indication avec ce que vous prenez. Donc ça, c'est toujours important qu'on échange. Il me semble, sur une de vos vignettes précédentes, oui. Que le Deroxate est bien indiqué. Oui. Alors justement, vous avez raison. Donc là, il est contre-indiqué avec le tamoxifène parce que en fait, le tamoxifène, il est métabolisé dans le foie et en fait, ce Deroxate va aller modifier le métabolisme du tamoxifène. Donc en fait, là, je vous ai présenté des études, globalement, mais c'est quelque chose qu'on ne va surtout pas prescrire dans les bouffées de chaleur sous tamoxifène. Par contre, sous anti-aromatase, on peut. Il n'y a pas cette interaction-là.
Voilà. Donc ça fait partie, en effet, l'Effexor et le Déroxate font partie des médicaments qu'on ne prescrit pas avec le tamoxifène parce qu'il y a des interactions, avec un risque de baisser l'efficacité du tamoxifène. Pour revenir sur l'activité physique, est-ce que Oui. le séquençage est important? Ah oui, le fait que ça soit... Oui, c'est quelque chose qui reste important, ouais, d'avoir, d'essayer de... Bon, après, si vous faiêtre de l'activité physique soutenue, enfin, toute activité physique est bonne à prendre, c'est vrai que cette activité de séquence paraît en effet être positive, oui. Si on fait une rando de Oui. 2h30 le week-end, c'est pas équivalent au 30 minutes. Alors, il y a des équivalences, on parle en mètres-heures. Maintenant, c'est vrai que ce qui est recommandé, c'est... on a l'impression qu'il y a aussi un bénéfice. Alors, je vous avoue que les études, je pense qu'il n'y avait pas oublié... C'était une globalité, d'accord? Donc, cette séquence, c'est ce qui est séquencé, c'est-à-dire tous les jours, et ce qui est recommandé généralement. Après, je pense que de toute manière, d'avoir un bénéfice global, si vous arrivez à peu près à l'équivalence de ça, je pense que c'est aussi bénéfique, oui. Dans les études, voilà. Et de la même manière, vous aurez une conférence sur l'activité physique où il y aura aussi un détail. Parce que, voilà. Ok, donc après, la deuxième chose, c'était les sécheresses vaginales. C'est vrai que c'est parfois quelque chose qui est parfois pas assez, on va dire, recherché comme plainte, et pourtant en fait quand on vous pose la question, finalement c'est une plainte qui concerne 30 à 60% des patients, vous voyez, donc c'est vraiment pas négligeable. Et surtout en fait cette sécheresse vaginale, elle est liée à plein de choses. Elle est liée à un inconfort sexuel et ça peut donner une baisse de la qualité de vie. Et puis on s'aperçoit aussi que ça fait partie, comme tous les effets secondaires, si on n'arrive pas à les prendre en charge, ça fait partie des choses où on va avoir moins d'observance, ça va être plus difficile de continuer une hormonothérapie si on ne la tolère pas. Donc vraiment c'est quelque chose que on essaie de prendre en charge au maximum. Et donc, on a deux gestions, pareil, médicamenteuses et puis une gestion mécanique. La gestion médicamenteuse, donc c'est vrai qu'on va tout d'abord plutôt... Alors, cette sécheresse vaginale, elle est vraiment liée aux carences en œstrogènes, donc on va pouvoir plutôt la voir chez les femmes sous anti-aromatase ou les jeunes femmes chez qui on aura bloqué les ovaires, où il y a vraiment une carence en œstrogènes qui est importante. Et donc, ce qu'on va pouvoir proposer au départ, c'est ce qu'on appelle des lubrifiants, donc des hydratants locaux, voilà, qui peuvent bien fonctionner, mais c'est vrai que ça va être des traitements à la demande et qui vont améliorer de manière transitoire cette sensation d'inconfort vaginal, mais qui parfois est largement suffisant. Et puis, parfois, si ce n'est pas suffisant et que l'inconfort perdure, on peut être amené à prescrire des toutes petites doses d'œstrogènes. Ces œstrogènes, en fait, qui, en petite dose, et puis c'est un type d'œstrogène qui ne va pas passer la barrière sanguine vaginale, et donc sur lequel on a des données plutôt rassurantes chez les femmes qui ont un antécédent de cancer du sein. Donc bien sûr, on va utiliser ce qu'on appelle la dose minimale efficace, donc on essaie c'est 1 à 2 ovules par semaine, mais parfois ça peut améliorer la qualité de vie de manière importante. Voilà. Et puis, je vais dire un mot du laser sur la sécheresse vaginale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, en fait, c'est l'idée d'essayer de reconstituer une muqueuse avec des petites... voilà, un laser au niveau de l'abrasion de la muqueuse, et on a l'impression que la muqueuse va mieux repousser. Alors, on a peu d'études bien menées sur le laser. C'est vrai qu'on commence un petit peu à souffrir parce qu'on commence à avoir justement quand même des données chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, avec des données d'amélioration de sécheresse vaginale. Le laser existe déjà dans différents endroits, que ce soit des centres hospitaliers ou non. Donc, l'Institut Curie, nous, on va participer à une étude parce qu'on aimerait bien avoir, que ce soit dans un cadre assez justement réglementaire, de comparer le laser avec d'autres techniques pour la sécheresse vaginale. Un des autres problèmes du laser, c'est qu'en ville, c'est très cher et c'est pas remboursé. Donc ça mérite en fait des études bien menées pour montrer
vraiment son intérêt, mais ça a l'air d'être quelque chose qui apporte aussi un bien-être. Voilà, donc en fait, pour conclure, j'ai essayé de vous montrer les mécanismes d'action de l'hormonothérapie, qu'il y a un bénéfice clair de l'hormonothérapie en termes de récidive et même de décès liés au cancer du sein. Et puis, l'idée, c'est que nous, on est là pour vous accompagner, pour essayer de gérer d'éventuels effets secondaires s'il y en a eu. Donc déjà, il ne faut pas hésiter à en parler à votre oncologue, à votre gynécologue, parce que clairement, là, j'ai parlé de 2 symptômes, mais il y a une gestion appropriée pour chaque symptôme, qu'elle soit médicamenteuse ou non. Les arthralgies aussi, pareil, on va en parler dans d'autres conférences. Enfin, voilà, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a des solutions. Donc, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle des soins de support, qui soient médicamenteux ou pas. Et puis, il y a des recommandations générales que vous pouvez garder en tête. Hein. Comme j'ai dit, alors éviter le surpoids aussi, ça c'est aussi important. L'activité physique, hein, comme je l'ai dit, qui a une action hyper large qui diminue le risque de récidive et qui prévient plein d'autres choses, la fatigue, les douleurs. Et puis garder une alimentation équilibrée. Et ça, vous aurez aussi tout un topo après, par la suite sur l'alimentation et la diététique dans le cancer du sein. Voilà, donc ça, c'est les conférences qui auront lieu les mois prochains. Donc en février, vous aurez à chaque fois une réintroduction en fait sur l'hormonothérapie. Je ne sais pas si vous reviendrez à chaque fois, mais à chaque fois il y aura. Là, moi j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus long. Voilà, mais on prévoit un quart d'heure parce qu'il y aura probablement d'autres patientes et il faudra refaire un petit point quand même explicatif sur l'hormonothérapie. Et donc vous voyez qu'en février, il y aura le point sur la nutrition par une diététicienne aussi de l'Institut Curie. En mars, ça sera le point sur l'activité physique, la fatigue, comment gérer la fatigue, d'où provient cette fatigue. En avril, il y aura la gestion des bouffées de chaleur sous hormonothérapie. Et donc, il y aura le docteur Marcoux qui travaille à l'Institut Curie, qui fait de l'hypnose. Donc, il y aura un échange là-dessus. Et puis, il y aura en mai, ça sera un topo comme moi, assez global. Et puis, en juin, il y aura la gestion des douleurs sous hormonothérapie, à chaque fois aussi avec une introduction globale. Donc, je vous invite à venir. Ces conférences étaient dans l'idée vraiment d'essayer pour vous. Donc, on vous a distribué des petits papiers à l'entrée qui vont nous permettre de savoir si ça vous correspond ou pas. Si vous avez des idées sur des choses à mettre en place qui pourraient plus vous correspondre, par exemple, que ces conférences. Donc, vraiment, n'hésitez pas à remplir ces papiers parce que c'est vraiment pour qu'on améliore nos manières de faire et que ça vous convienne au mieux.